Incident en cascade, accident tragique lors du tournage, décor qui s'effondre, mort prématurée et étrange d'acteurs hors écran. Les tournages de films se déroulent rarement comme prévu. Mais quand certaines productions cinématographiques accumulent nombre de ces événements négatifs, le rationnel fait place au mystère. Laissez-moi vous raconter l'histoire des films maudits. Lors de sa sortie en 1973, L'Exorciste est devenu un film culte. On raconte que les spectateurs se sont évanouis, ont vomi et se sont précipités hors de la salle pendant les projections. Ce film ne ressemblait à rien de ce que le monde avait vu auparavant au cinéma, ce qui en a également fait un film quelque peu controversé. Pour de nombreux Américains religieux, un film qui décrivait si clairement les horreurs de la possession démoniaque infligée à une petite fille, semblait aller à l'encontre de Dieu. Quelques phénomènes et événements bizarres se sont également produits, avant et durant la production. Certains décès qui avaient eu lieu avant la sortie du film correspondaient à des décès représentés à l'écran. Par exemple, Jack McGowan, dont le personnage de Burke Dennings est tué par Regan dans le film, est décédé des suites de complications liées à la grippe peu avant sa sortie. Idem pour l'actrice Vasiliki Maliaros qui interprétait la mère du père Damien Carras. Elle est décédée de causes naturelles la même année. Dans le film, le personnage de Vasiliki Maliaros est également décédé après avoir été admis à l'hôpital. Les deux acteurs principaux du film, Linda Blair et Max von Sydow, ont tragiquement perdu des membres de leur famille durant le tournage. En 1972, quand on a commencé à tourner les premiers plans, un oiseau s'est écrasé sur un panneau électrique ce qui a provoqué un incendie. Le feu a entièrement détruit le décor de la maison de la petite Regan. Étrangement, la chambre où toutes les scènes d'exorcisme devaient être tournées, a été épargnée et est restée intacte. À Rome, dans un cinéma situé près d'une église, le film a été diffusé au cours d'un violent orage. Pendant la projection, l'une des croix de l'église, vieille de 400 ans, a été frappée par la foudre et s'est effondrée au milieu de la place. Le plus étrange reste certainement l'histoire de Paul Bateson. William Friedkin, le réalisateur, avait besoin pour une scène du film, d'un véritable spécialiste en radiologie. Paul Bateson qui travaillait au centre médical de New York a été engagé et apparaît en tant que technicien radiologue. La scène, avec une quantité considérable de sang à l'écran, était pour de nombreux spectateurs, la scène la plus dérangeante du film. Les professionnels de la santé l'ont loué pour son réalisme. Paul Bateson reprendra ensuite son travail au centre médical de New York et fera parler de lui d'une autre manière. Il deviendra un tueur en série. Soupçonné de plusieurs meurtres, il ne sera condamné que pour un seul. Libéré en 2003 après 24 ans de prison, il a totalement disparu de la circulation. Simple coïncidence, hasard malheureux ou phénomènes étranges, chacun se forgera son opinion. Sorti en 1982, le film Poltergeist, réalisé par Tobe Hooper et produit par Steven Spielberg, a connu un succès immédiat et est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur américain. Le film se concentre sur les Freeling, une famille de la classe moyenne dont la vie est bouleversée lorsqu'un certain nombre d'événements paranormaux se produisent dans leur maison californienne, et que leur fille Caroline est enlevée dans le placard de sa chambre par un groupe de fantômes sous le contrôle d'un démon monstrueux appelé la Bête. Le succès de Poltergeist a donné naissance à une mystique effrayante. Le film classique serait entouré de tragédies réelles que certains interprètent comme une malédiction. Au total, 4 membres du casting sont morts pendant et peu après le tournage de la trilogie. 2 de ces décès tragiques étaient très inattendus et déroutants, ce qui a largement alimenté les rumeurs persistantes. Caroline, la plus jeune des 2 filles, est interprétée par Heather O'Rourke. Âgée de 6 ans lors de la sortie du premier film, Heather captivait le public avec ses cheveux blonds, son apparence de poupée et ses grands yeux curieux. En 1987, on lui diagnostique à tort la maladie de Crohn. L'année suivante, elle tombe à nouveau malade et ses symptômes sont attribués à la grippe. Un jour plus tard, elle s'effondre victime d'un arrêt cardiaque. Après avoir été transportée par avion vers un hôpital pour enfants de San Diego, elle décède au cours d'une opération visant à soigner une occlusion intestinale. Un second diagnostic laisse à penser qu'elle souffrait d'une anomalie intestinale congénitale. L'actrice Dominique Dunne,
qui interprétait Dana la sœur aînée, a connu un destin tout aussi tragique et imprévu. En 1982, Dominique s'est séparé de son petit ami, John Sweeney. En novembre de la même année, John s'est présenté chez Dominique, la suppliant de le reprendre. Lorsqu'elle a refusé, John l'a saisie par le cou, l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et l'a laissée mourir dans l'allée de sa maison d'Hollywood. John a été condamné à 6 ans et demi de prison, mais a été libéré après 3 ans et 7 mois. Les 2 autres décès de membres du casting, bien que malheureux, n'étaient pas aussi imprévisibles ou mystérieux. Le méchant prédicateur Kane du second film de la saga était interprété par Julian Beck. En 1983, on lui avait diagnostiqué un cancer de l'estomac. Il décédera peu de temps après avoir terminé le 2e volet de la série. Une autre tragédie a eu lieu un peu plus tard. Will Sampson, qui jouait Taylor le chaman amérindien, est décédé après avoir subi une transplantation cœur-poumon, dont le taux de survie était très faible. D'autres légendes étranges et effrayantes entourent la franchise cinématographique. Jobess Williams, qui interprétait le rôle de la mère de famille dans les 2 premiers films, a affirmé que le réalisateur avait insisté pour utiliser de vrais squelettes humains comme accessoires, dans le but d'économiser de l'argent. À l'époque, ils étaient moins chers que les squelettes en plastique. Cette affirmation n'a cependant jamais été vérifiée, mais elle persiste à ce jour dans la légende entourant la malédiction de la trilogie. Dans le but d'effrayer davantage les personnes présentes, Will Sampson aurait procédé à un véritable exorcisme une nuit après la fin du tournage. Classique du film d'horreur, le film La Malédiction a été la cause de nombreux cauchemars pour ses spectateurs lors de sa sortie en 1976. Le film suit un diplomate américain nommé Robert, qui avec sa femme Catherine, adopte un jeune garçon nommé Damien. Constatant que la mort et le malheur frappent tous ceux qui croisent le chemin du petit garçon, il commence à douter de son fils qu'il pense être l'Antéchrist. Le premier événement étrange a eu lieu au début du tournage. Gregory Peck, l'acteur principal, devait prendre un avion pour se rendre à un rendez-vous. L'avion avait été loué par la production pour les acteurs et le casting. Pour des raisons inconnues, Gregory Peck a annulé son vol, et la production n'ayant plus besoin de l'appareil, l'a renvoyé. L'avion s'est écrasé le même jour, tuant tous les passagers à bord. Anecdote effrayante, lorsqu'il a touché le sol, l'appareil s'est écrasé sur un véhicule avec des membres de la famille du pilote à bord. Pour tourner d'autres scènes, Gregory Peck s'est rendu en Angleterre. Lors du voyage, son avion a été frappé par la foudre, heureusement sans conséquences néfastes. Autre fait troublant, David Seltzer, le scénariste du film, a pris un vol séparé pour l'Angleterre pour rejoindre les acteurs et l'équipe 2 jours plus tard. Son avion a également été frappé par la foudre. 2 autres événements étranges allaient ensuite impliquer le producteur exécutif du film, Mess Neufeld. Celui-ci avait prévu un dîner au restaurant en compagnie de Gregory Peck. Avant leur arrivée, le restaurant a été détruit par une explosion. Le second incident impliquant Mess Neufeld s'est produit un peu plus tard. Devant quitter Londres plus tôt que prévu pour raisons professionnelles, son hôtel est détruit par une explosion peu après. Si certains pensent que ces 2 événements sont étroitement liés à la malédiction, d'autres affirment que ces explosions ont été attribuées à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Le concepteur des effets spéciaux chargé de concevoir la scène de décapitation a été victime d'un des événements les plus effrayants et tragiques. Après avoir quitté le film pour commencer son prochain projet, il a été victime d'un accident de voiture qui a décapité sa femme. Même les dresseurs d'animaux n'ont semble-t-il pas échappé à la malédiction. Dans la troublante scène de l'attaque du babouin, l'équipe aurait placé un primate vivant à l'arrière de la voiture avec la mère de Damien, pour contrarier ceux qui étaient censés attaquer le véhicule. Le dresseur d'animaux engagé pour régler la scène a été tué le lendemain. Le producteur Harvey Bernard a décrit en détail cette mort atroce. Le dresseur a été tué par un tigre qui l'a attrapé par la tête et l'a tué instantanément. Dans la scène emblématique du cimetière, le cascadeur qui doublait Gregory Peck a été attaqué par les chiens qui ont ignoré les ordres de leur dresseur, lui infligeant de graves blessures. Pour un film abordant la création du fils du diable dès sa naissance,
il n'est pas surprenant que les rumeurs d'une possible malédiction et de la colère du diable aient été des sujets courants lors de la production. Le réalisateur Richard Donner a déclaré avoir reçu beaucoup de menaces farfelues, et même des lettres terribles qui incitaient à la violence explicite contre toutes les personnes impliquées. Rosemary's Baby est un film d'horreur fantastique dramatique américain réalisé par Roman Polanski, sorti en 1968. C'est une adaptation cinématographique du roman d'Ira Levin, paru en 1967. Le film suit une jeune femme enceinte dans Manhattan qui suspecte ses voisins plus âgés de vouloir lui voler son bébé pour l'utiliser dans un culte satanique. Le film traite de thèmes comme la paranoïa, la libération de la femme, le catholicisme et les sciences occultes. Comme bon nombre de films traitant de sujets liés au satanisme, il a la réputation d'être maudit. Le premier événement plutôt étrange à se produire touchera le compositeur Christophe Komeda. Après avoir fait un malaise, il tombera dans le coma et décédera peu après, tout comme Hutch, l'ami de Rosemary dans le livre. L'acteur William Castle a reçu un flot constant de courriers haineux qui lui ont causé de graves problèmes de santé. Il a fini à l'hôpital, et en plein délire aurait eu des hallucinations sur des scènes du film. Suite à cela, il n'a plus jamais eu de succès à Hollywood. C'est un an après la sortie du film qu'une horrible tragédie allait se produire. À cette époque, le réalisateur Roman Polanski était marié à l'actrice hollywoodienne Sharon Tate, enceinte de son premier enfant. L'horreur survient en août 1969, lorsque Sharon et son enfant à naître sont assassinés par Charles Manson et sa famille. Une partie du public a rapidement associé les meurtres commis par la famille Manson à une malédiction liée au film Rosemary's Baby. Certains illuminés ont même suggéré que Polanski avait offert sa femme Sharon en sacrifice pour maintenir son statut de star à Hollywood. L'écrivain Ira Levin, qui a écrit le roman, a plus tard exprimé sa culpabilité, estimant que son travail avait joué un rôle important dans toute cette popularisation de l'occultisme et de la croyance en la sorcellerie et au satanisme. Fils de la star légendaire Bruce Lee, Brandon Lee, alors âgé de 28 ans, tenait le rôle principal dans le film The Crow en 1994. Dans ce long métrage, il incarnait une rockstar assassinée qui revenait d'entre les morts pour se venger du gang qui l'avait tué, lui et sa petite amie. Lors d'une journée ordinaire de travail sur le plateau, une véritable tragédie va pourtant se produire. La scène est relativement assez simple. L'acteur Michael Massey doit tirer sur Brandon avec un revolver chargé de cartouches à blanc. La détonation retentit et Brandon s'écroule sur le plancher, comme lors des répétitions précédentes. Le réalisateur crie coupé, mais Brandon reste à terre. Au départ, personne ne réagit sur le plateau, Brandon étant connu pour son goût des plaisanteries. La réaction du personnel et des acteurs ne sera que tardive. Les secours sont finalement alertés et le transportent en ambulance à l'hôpital de Wilmington en Caroline du Nord. Un projectile est entré dans l'abdomen inférieur droit, a perforé l'estomac et d'autres organes vitaux, avant de finir sa course près de la colonne vertébrale. Les lésions étant trop importantes, les médecins ne peuvent stopper l'hémorragie interne et il tombe dans le coma. Brandon meurt le soir même, il était âgé de 28 ans. Ironiquement, Brandon a été accidentellement abattu alors qu'il tournait la scène censée représenter sa mort dans le film. L'enquête ultérieure révèle que lors d'une précédente utilisation, le revolver avait été chargé avec des cartouches factices, balles réelles mais sans poudre, et qu'une de ces balles était restée bloquée dans l'arme. Les cartouches à blanc sont différentes des cartouches factices car elles sont chargées avec de la poudre fortement explosive pour produire de la fumée associée à un flash lumineux au moment du coup de feu. Ainsi, la cartouche à blanc a fourni assez de puissance pour expulser la balle qui a tué Brandon. Avec la mort étrange et pas vraiment élucidée de son père, on pourrait presque parler de malédiction familiale. En juin 1983, le film La quatrième dimension sort dans les salles obscures et reçoit des critiques mitigées. Le film serait peut-être même passé aux oubliettes sans l'accident tragique et horrible qui s'est produit pendant son tournage, contribuant à lui donner le statut de film maudit. Le 23 juillet 1982, un segment du film réalisé par John Landis, réalisateur connu notamment pour son film Les Blues Brothers, s'est terminé par la mort de son acteur principal Vic Morrow et de deux enfants, Micah Dinley, âgé de 7 ans, et René Shiny Chen, âgé de 6 ans.
La scène tournée en Californie à Santa Clarita est censée se passer au Vietnam. Dans cette scène, leurs personnages tentent d'échapper à un hélicoptère de l'armée américaine, les deux enfants se trouvant dans les bras de Vic Morrow. L'hélicoptère se trouve en vol stationnaire à environ 7 mètres au-dessus du sol quand des explosions dues aux effets pyrotechniques provoquent la chute de l'appareil. Vic Morrow et Micah sont décapités par le rotor, et Shane meurt écrasé. Cette scène ne sera pour des raisons évidentes pas retenue au montage final. John Landis et 4 autres accusés dont le pilote, poursuivis pour homicide involontaire, sont finalement acquittés après un procès de près de 9 mois. Les parents de Micah et Shane ainsi que les enfants de Vic Morrow, qui avaient engagé des poursuites, obtiennent des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été divulgué. Il a été prouvé que John Landis avait violé de manière flagrante les lois californiennes sur le travail des enfants. Il n'était pas autorisé à travailler à des heures aussi tardives, il était 2 heures du matin lorsque l'accident s'est produit, et n'était pas autorisé à travailler aussi près d'engins pyrotechniques. Les enfants ont également été payés en liquide pour éviter qu'ils ne figurent sur un quelconque papier administratif. Un cascadeur a fait remarquer que l'explosion qui devait secouer les hélicoptères était plus forte que prévu, ce à quoi John Landis a répondu « Vous n'avez encore rien vu ». Ce qui devait arriver s'est malheureusement produit. L'explosion des engins pyrotechniques à l'arrière de l'hélicoptère étant bien trop forte, l'a fait plonger vers l'avant, tuant Vic, Micah et Shane. Malgré cela, tous les accusés ont été acquittés. Il paraît que la justice est aveugle. La fureur de vivre, sorti en 1955, est un film qui résume parfaitement la période de sa création. Il met également en vedette 2 des acteurs hollywoodiens les plus en vogue de l'époque, James Dean et Natalie Wood. À leur côté se trouve Sal Mineo, un autre acteur prometteur. Étrangement, les 3 acteurs principaux allaient tous mourir prématurément. Un mois avant la sortie du film, James Dean s'est tué sur une route californienne au volant de sa Porsche Spyder. Quelques années plus tard, Nick Adams, qui avait connu une brève aventure avec Natalie Wood, et qui était le meilleur ami de James Dean, a été retrouvé mort dans sa maison. Sans trace d'une intervention extérieure, l'affaire a été classée comme suicide. En 1976, Sal Mineo, alors âgé de 37 ans, est assassiné d'un coup de poignard en rentrant chez lui. Pour l'anecdote, John Lennon, l'ex-leader des Beatles, qui sera lui aussi assassiné, offrira une récompense à qui trouvera le meurtrier. Un vagabond nommé Lionel Ray Williams est arrêté et condamné à la prison à vie. Il sera remis en liberté conditionnelle en 1990, affirmant qu'il n'était pas coupable du meurtre. Sal Mineo affichait ouvertement sa bisexualité et avait des aventures avec des hommes. Certains pensent que son orientation sexuelle est à l'origine de son meurtre. Le 29 novembre 1981, Natalie Wood est retrouvée noyée près de l'île Santa Catalina. Les circonstances de sa mort demeurent obscures. En marge du tournage de Brainstorm, Natalie Wood et son mari Robert Wagner, ainsi que Christopher Walken, avec qui la presse lui prête une liaison, regagnent le yacht Splendor vers 22h30 avec le capitaine du bateau Dennis Davern. Tous les témoignages ne concordent cependant pas. Robert Wagner et Christopher Walken sont notamment mis en cause. L'affaire est rouverte en 2011, le capitaine du bateau affirmant que Robert Wagner et Natalie Wood se sont violemment disputés. Il affirme également que Wagner a refusé de donner l'alerte pour signaler la disparition de Natalie. L'autopsie a révélé de nombreuses ecchymoses et une forte alcoolémie. Le 2 février 2018, la police américaine désigne Robert Wagner, qui a alors 87 ans, personne d'intérêt, étape préalable à une inculpation. À titre personnel, je pense que Robert Wagner est impliqué dans la mort de Natalie Wood. Au milieu des années 1950, John Wayne était l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Il était sur le point de jouer dans le nouveau long métrage de Dick Powell, Le Conquérant. Sorti en 1956, le film porte sur l'histoire et l'avènement de Gengis Khan. Il a été un échec monumental, et on considère que John Wayne a réalisé à cette occasion sa pire performance d'acteur. Ce n'est pourtant pas pour cette raison que le film est resté dans les mémoires. Le tournage est en effet marqué par la contamination de nombreux acteurs et techniciens, en raison de la proximité d'un site d'essai nucléaire de l'armée américaine.
Les scènes d'extérieur sont tournées en 1953 à Saint-George, dans l'État américain de l'Utah, près de Yucca Flat, terrain d'essais nucléaires atmosphériques de l'armée, dans un désert où le vent et les tempêtes de sable disséminent la radioactivité. L'équipe de tournage est exposée pendant 3 mois à des radiations 400 fois supérieures à la dose normale acceptée. Elle totalisait 220 personnes. Sur ce nombre, 91 ont développé avant 1981 une forme de cancer, et 46 en sont mortes, y compris John Wayne. Ce taux de cancer est environ 3 fois supérieur à la normale. Ce chiffre ne tient pas compte des figurants amérindiens du film, il est donc probable que le nombre réel de victimes soit encore plus élevé que ce qui a été rapporté. Il existe une célèbre photo de John Wayne avec un compteur Geiger sur le tournage du film. On le voit en compagnie de ses 2 fils Patrick et Michael. On raconte que le bruit du craquement produit par le compteur était tel que Wayne a cru qu'il était cassé. La star, de l'avis général, n'a pas prêté attention à ce bruit. John Wayne a eu un cancer du poumon en 1964 et meurt d'un cancer à l'estomac en 1979. Le réalisateur Dick Powell meurt en 1953 d'un lymphome à 58 ans. De nombreux autres acteurs vont allonger cette morbide liste. Pedro Armendariz, atteint d'un cancer, se suicide en 1963. Agnès Moured meurt le 30 avril 1974 des complications d'un cancer du sein. Suzanne Eward meurt le 14 mars 1975, à 57 ans, d'une tumeur au cerveau. John Holt meurt d'un cancer en 1991. Je ne cite ici que les noms les plus connus, la liste étant vraiment très longue. De nombreux acteurs ont incarné Superman depuis la création du personnage en 1938, notamment Henry Cavill et Tom Welling ces dernières années. Heureusement, du moins jusqu'à présent, les 2 acteurs semblent être libérés de la malédiction de Superman qui a touché leurs prédécesseurs. Tout a commencé avec Jerry Siegel et Joe Shuster, qui ont créé le personnage pour Action Comics, sorti en juin 1938. Non seulement le duo n'a pas été rémunéré équitablement en royalties pour la création du personnage de Clark Kent, mais la carrière de Shuster a stagné peu de temps après. Dans les années 1950, la détérioration de la vue de l'artiste l'a obligé à quitter complètement les comics, et il est finalement devenu presque complètement aveugle. Entre 1941 et 1943, Max et Dave Fleischer ont produit pour la Paramount une série de dessins animés avec Superman comme personnage principal. Durant ces 2 années, les frères se disputaient fréquemment au point de rompre définitivement leur partenariat. Max ne produisit que 5 autres projets après avoir travaillé sur Superman. Bien qu'il ait inventé le personnage de Betty Boop et produit les dessins animés de Popeye, il mourut dans la pauvreté. Kirk Allen, le premier Superman de la télévision, avait du succès à Broadway avant d'enfiler la cape du super-héros. Irrémédiablement catalogué par la suite, il n'a jamais réussi à trouver un travail mis à part quelques apparitions dans des séries similaires de type comics. L'acteur George Reeves a incarné Superman de 1951 à 1959, date à laquelle il est décédé dans de mystérieuses circonstances. Quelques jours avant son mariage en juin 1959, George Reeves a été retrouvé mort d'une blessure par balle. L'affaire a été classée comme un suicide, mais ses empreintes digitales n'ont jamais été retrouvées sur l'arme qui l'aurait tué. La malédiction a vraiment pris de l'ampleur lorsque le personnage a été ressuscité au cinéma en 1978. Plusieurs acteurs de la saga qui comptait 4 films, ont dû faire face à une malchance insensée dans les années qui ont suivi. Christopher Reeve, le plus célèbre d'entre eux, est resté paralysé lors d'un accident de cheval en 1995. Il est décédé en 2004, suivi 2 ans plus tard par sa femme Dana. L'actrice, chanteuse et militante de 44 ans est décédée d'un cancer du poumon, bien qu'elle n'ait jamais fumé. Lee Quigley, le bébé dans le film de 1978, est décédé à seulement 14 ans, d'un abus de solvant. 3 ans après avoir joué Lois Lane pour la dernière fois, Margot Kidder a eu un terrible accident de voiture et a été incapable de travailler pendant plusieurs années. Elle a fait une dépression nerveuse en 1996 et a été retrouvée dans le jardin d'un inconnu, battue, les cheveux coupés et les dents abîmées. Convaincue que son premier mari essayait de la tuer, Margot Kidder avait tenté de simuler sa propre mort pour s'enfuir et vivait dans la rue.
Marlon Brando, qui jouait dans le film de 1978, est décédé 3 mois après Christopher Reeve, après une série de tragédies familiales. Son fils Christian a passé 5 ans en prison pour avoir assassiné le petit ami de sa demi-sœur Cheyenne. Un mois après la mort de son petit ami, Cheyenne a donné naissance à leur enfant, mais a perdu la garde du bébé, après un comportement de plus en plus erratique et un diagnostic de schizophrénie. Cheyenne s'est suicidé en 1995. Ces dernières années, la malédiction semble avoir disparu. Une petite phrase nous rappelle pourtant que certaines personnes y songent encore. Kate Bosworth, actrice qui a joué dans le film Le Retour de Superman en 2006, attribue sa rupture amoureuse avec Orlando Bloom à la malédiction. Conjuring les dossiers Warren, sorti en 2013, est l'un des films d'horreur les plus influents de la dernière décennie. À ma connaissance, il n'existe pas de malédiction autour des différents films de la saga. Un témoignage très troublant m'a tout de même incité à l'inclure dans ma liste. Vera Farmiga, l'interprète principale du film, a décrit un événement très étrange qui lui est arrivé. Dans le film, elle joue le rôle de l'enquêtrice paranormale Lorraine Warren. Afin de mieux connaître la personne qu'était Lorraine, elle a fait quelques recherches sur elle et son mari Ed. Vera Farmiga raconte qu'un soir, alors qu'elle était sur son ordinateur portable, le réalisateur James Wan lui a téléphoné. Elle a fermé son ordinateur un instant pour discuter du film avec lui. Une fois la conversation terminée, elle a rouvert son ordinateur afin de continuer ses recherches. 3 grosses griffes numériques barraient son écran de la diagonale supérieure droite à la diagonale inférieure gauche. La deuxième expérience inexpliquée de Vera Farmiga s'est produite quelques mois plus tard à la fin du tournage. Elle est rentrée chez elle dans le nord de l'État de New York, et lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, elle a découvert ce qu'elle décrit comme 3 marques de griffes sur sa cuisse. Même si de rien de négatif s'est produit, elle avoue ne pas comprendre ce qui lui est arrivé. Concours de circonstances, hasard malheureux ou réelle malédiction. Si l'on devait voter pour l'une de ces 3 propositions, quel serait le résultat, et que prouverait-il au final? Pas grand-chose je pense. En toute honnêteté je n'ai pas la réponse. Je vais donc rajouter une proposition à mon vote, et cocher la case, je ne sais pas.